T'as un parpaing normal que tu dois le casser, bonjour. C'est messieurs dames, bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 des 3 salopettes. Au programme de cet épisode, on va mettre en place le hérisson et prendre soin de fermer tous les endroits où les cailloux pourraient s'échapper et commencer la maçonnerie du mur de Réfan. Donc ce mur, c'est le mur principal du rez-de-chaussée qui viendra également soutenir le plancher du R+1. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on réalise un hérisson ? Comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, on a décaissé sur 40 cm, donc on a enlevé 40 cm de terre, et là on le remplace tout simplement par des cailloux, par des graviers. À quoi ça sert ? Les 3 rôles principaux du hérisson, c'est donc le drainage, ça permet d'évacuer l'humidité et d'éviter les remontées capillaires. Les remontées capillaires, c'est comme quand vous prenez un sucre et vous le mettez dans le thé, c'est le même principe, l'eau remonte de bas en haut, là c'est le même principe, donc c'est pour éviter ça. Ça permet d'être plus stable aussi, donc de répartir les charges et éviter que la dalle s'affaisse localement. Et en dernier, ça permet d'avoir une surface bien régulière sur laquelle couler notre dalle. Sachant que nous, la terre, donc en dessous de ce hérisson, elle était quand même de différentes natures. Je vous invite encore une fois aux épisodes précédents pour voir un peu à quoi ressemble la terre. Mais en gros, nous, on avait une grosse partie très sableuse et une grosse partie très argileuse. Donc là, les graviers, on a choisi des graviers en 16-22. Donc ça veut dire que les graviers font entre 16 mm et 22 mm. En fait, on n'a pas vraiment choisi, on n'avait pas trop le choix, puisque à la sablière avec laquelle on travaille, on n'a rien trouvé d'autre. Donc pour nous, c'était un peu le meilleur compromis. Après, dans l'idée, le mieux pour vraiment avoir un hérisson au top, ce serait de mettre des graviers un peu plus gros en dessous, et après de mettre des graviers plus petits au-dessus. Bon, là, nous, on n'a pas vraiment eu le choix, on a fait comme on pouvait. Donc là, je fais que parler, mais en attendant, vous pouvez voir donc Pierre qui a passé son week-end là-dessus. Concrètement, en gros, ils ont ramené 10 tonnes de cailloux, de gravier, et c'est quasiment Pierre qui l'a rentré seul, à la main. Donc il a dû tout pelleter, c'est un travail vraiment titanesque, je sais pas comment il a fait, en plus il avait mal au genou. Encore une fois, je vous rappelle, dans l'épisode précédent, il s'était blessé au niveau du genou avec une chevillette. Donc ouais, je sais pas trop comment il a fait ça, mais c'était terrible, enfin, ça devait être terrible du moins. En plus, il a vraiment passé le week-end complet là-dessus, parce que vous imaginez bien que déplacer 10 tonnes à la main de gravier, là vous voyez la vitesse réelle, c'est pas le truc qui va le plus vite quoi. Et le plus horrible dans tout ça, c'est que je sais pas trop comment le rendre intéressant en vidéo, puisque c'est juste quelqu'un qui pelte des graviers quoi. J'ai essayé de calculer combien représentait une pelle par rapport au volume total, mais je pense que le pourcentage est bien trop faible. Donc c'est vraiment un travail titanesque, un travail de fourmi. Qu'il a abattu tout seul en un week-end. Là, on peut voir un peu la méthode qu'il a utilisée pour se faciliter la vie, entre guillemets. Il a placé des planches pour faire glisser les cailloux qui entraient dans la maison. Et après, donc, il repelte une nouvelle fois la pelletée qui vient de rentrer pour la répartir à l'intérieur de la maison. En réalité, en tout, à chaque fois, il pelte à peu près 3 fois la quantité de cailloux pour la première fois la faire rentrer, la deuxième fois l'envoyer un peu plus loin et la troisième fois la placer correctement où il souhaite. Je pense qu'il y en a eu un peu plus des fois, un peu moins des fois, parce que voilà, quand c'est en face de lui, là par exemple, il n'a pas besoin de pelleter autant, mais ça n'enlève rien à tout le travail et toute la pénibilité qu'il y a pour faire ça, quoi. Sisyphe, mais à la place du gros rocher, c'est plein de petits cailloux. C'est chaud. Et les oiseaux chantent. Bon, pendant que Pierre il nous fait son craquage mental, vous pouvez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur de la pièce, donc du rez-de-chaussée. On voit là, il rajoute une nouvelle couche et le nouveau gravier est un peu plus foncé parce qu'ils ont enfin pensé à le mouiller pour éviter d'avoir à mettre le masque de respiration à chaque fois pour se protéger de la poussière. Donc là, on peut voir à peu près un aperçu de la quantité et de comment elle se répartit à l'intérieur. Allez, on passe sur complètement autre chose. On n'a même pas 5 minutes d'épisode, mais je pouvais pas faire beaucoup plus parce que forcément, voir Pierre déplacer des cailloux pendant tout un épisode, c'est un peu pénible. Du coup, on va voir un petit peu ce que François fait. Donc lui, il est en train de préparer un mortier à la main.
Donc il s'agit d'un mortier bâtard. Pourquoi est-ce qu'il fait du mortier bâtard? Il va l'expliquer un tout petit peu plus tard quand il vous expliquera sa petite recette. Et en gros, il prépare ça pour pouvoir boucher les trous qu'on a sous nos planchers poutres alourdies et aux différents endroits qui nécessitent d'être bouchés tout simplement pour pas que les cailloux s'échappent. Donc là, on a un bon exemple de trou. Comment ça se présente? Donc on a le plancher poutre alourdi. Au niveau de la poutrelle ici, vous voyez qu'il y a un espace, il y a un jour jusqu'au vide sanitaire. Donc celui-là, on va le fermer tout simplement pour pas que les graviers s'échappent par cet endroit-là. Donc la première étape à faire, c'est la phase de charge, on pourrait appeler ça. C'est-à-dire on vient disposer une pelle ou du mortier à l'endroit où on a besoin. Après, la deuxième étape, c'est de prendre un caillou, un caillasse, comme dirait François, et de regarder si ça rentre. Et après, quand on voit que ça rentre, on met du mortier au-dessus, on le répartit bien, on le tasse bien, pour après pouvoir insérer la pierre à l'endroit qu'on a repéré auparavant. Là, vous entendez Pierre qui bosse en même temps, c'est parce qu'en fait, Pierre s'est jamais arrêté. C'est juste que j'ai mis tout au début de l'épisode pour tout condenser au niveau de la pose du hérisson et des graviers, pour pas en avoir à chaque moment dans l'épisode. Donc voilà, François, il maçonne son petit trou avec les caillasses qu'on a récupérées des différentes démolitions qu'on a faites. Encore une fois, je vous invite aux épisodes précédents si vous voulez voir plus de démolitions, parce qu'il y en a eu pas mal. Et là, on voit qu'il y a encore pas mal de fumée parce qu'ils n'avaient pas encore mouillé les graviers. C'est juste pour montrer comment on a fermé. Rien de fou, mais c'est juste quelques pierres avec du mortier bâtard. Et voilà, pour fermer les trous. On va faire ça partout. Comme l'a dit François, on va faire ça partout. Donc il s'attelle à le faire aussi de l'autre côté. Donc sur l'autre plancher poutre alourdi, il y a le même genre de trou. Pour éviter encore une fois que le hérisson s'échappe. On veut pas qu'il s'échappe le hérisson. Une fois ce rebouchage effectué, on vérifie depuis le vide sanitaire donc qui est en dessous du plancher poutre alourdi si on a tout fermé correctement et si c'est bien hermétique. On passe maintenant au début du montage du mur de réfant. Donc le mur de réfant, c'est un mur porteur intérieur qui va venir soutenir le plancher du R+1, sinon on aurait une portée trop longue. Là donc on va François qui va vous expliquer comment fonctionnent les parpaings. Là on a deux types de parpaings. Tu peux regarder de près. Ça c'est des parpaings pour faire les poteaux. Donc à chaque bout des murs et puis pour les angles. Et ensuite on a les parpaings normaux. Qui sont ceux-là. Et ces parpaings là, c'est des parpaings B40 en fait par rapport aux parpaings qui vont dans grande surface. Et les parpaings qui vont en grande surface, c'est des parpaings B20 ou B25 qui résistent moins bien à la compression. Pour un mur porteur ou un mur de réfant, il faut prendre ceux-là, les B40, qu'on trouve dans les magasins comme Point P, etc. Voilà. Je vous fais la petite explication en VOV puisque le son n'est pas bien passé sur cette séquence, mais François vous explique que aléatoirement sur la palette on trouve des parpaings sécables. C'est des parpaings qui sont faits pour être découpés, donc on voit il y a une petite fente au milieu qui permet de les découper plus facilement. Et ça permet également de faire le décalage d'un demi-parpaing sur notre mur, puisque bien évidemment on n'aligne pas les parpaings les uns au-dessus de l'autre. C'est un parpaing normal que tu dois le casser, bonjour. Ils terminent le déchargement de la remorque avec leur petite course. Et François va vous expliquer comment préparer un mortier bâtard. C'était promis, voici la recette. On va préparer un mortier bâtard à la main. Et on a 10 pelletées de sable et on va rajouter 2 pelletées de ciment, 2,5. Et on fait à la main, pourquoi? Parce qu'à la machine, ça prend pratiquement autant de temps. De préparer la machine, de la nettoyer après, etc. Alors qu'à la main, on voit que ça va assez vite, donc pour faire juste une quantité comme ça suffit. C'est l'équivalent d'une machine en fait. Donc 2,5 pelletées de ciment, une pelletée de chaux
Bon, normalement pour le mortier, pour maçonner les parpaings, on n'a pas besoin de chaud, mais c'est mieux parce que ça, c'est plus souple, ça colle mieux avec de la chaux. Et ensuite il suffit de mélanger tranquillement. Et voilà, donc là on voit que le mélange est bien homogène. Et maintenant il suffit de rajouter l'eau. Alors l'eau, on peut rajouter progressivement. On commence par une petite quantité. Toujours pareil, de l'eau. Un peu. Alors maintenant, je fais très doucement. Hein. Une fois qu'il est mouillé, Ce qu'il voulait dire, c'est qu'une fois qu'il est mouillé, pour revenir en arrière, c'est plus pénible. là on commence à avoir une consistance correcte. Hein? La décrire? Bah, c'est assez souple. Ça reste quand on pose en fait une pelletée, quand la forme se conserve, et ça reste quand même assez souple. C'est-à-dire que si par exemple on pose des parpaings, eh ben, on peut bien les positionner pour que ça ne s'écrase pas trop, et c'est quand même assez souple. Alors à la limite, je pourrais faire un peu moins mouillé que ça. Mais comme il fait très chaud, ça va sécher assez rapidement, donc je pense que la consistance là, elle est bonne. On voit. Non, voilà. T'as expliqué l'ajout de chaud. La quoi? L'ajout de chaud. Ouais, la chaux, ça sert à lier, à le rendre plus Collant. et plus moelleux, et plus souple, plus facile à travailler. On remercie François Pédagogie et on n'oublie pas que Pierre derrière il continue à travailler sur le hérisson. Avant même de commencer quoi que ce soit, on vient aligner 2 parpaings l'un en face de l'autre pour avoir notre référence. La première phase pour maçonner les parpaings de notre mur, c'est de mouiller le support. Donc là, François vient mouiller à l'aide d'une brosse la fondation, qui n'est pas parfaitement lisse, mais c'est pas très grave. Tant qu'elle est de niveau, c'est important, et si elle n'est pas lisse, c'est même mieux. Ça permet d'avoir une rugosité et une meilleure adhérence. Alors là, il y a la phase 2 qui est manquante en vidéo, mais la phase 2, c'est simplement de mettre en place le mortier sous les parpaings. Donc d'aligner le mortier sur la longueur pour pouvoir après placer nos parpaings dessus. L'important quand on place le mortier, c'est qu'il soit bien aéré et qu'on puisse après le tasser lorsqu'on vient l'ajuster à la masse. Donc là, François, on voit, il est en train de le régler. Pour le régler, il utilise plusieurs méthodes. Il utilise le fil à plomb, qui est un outil classique de maçon et traditionnel. Il utilise un niveau, il utilise également une règle. Et puis on a le laser, donc c'est un petit peu ceinture bretelle. Mais bon, on rappelle quand même, on n'est pas maçon à la base. Il y a plusieurs méthodes de faire, effectivement ça prend un peu plus de temps de faire comme ça, mais au moins on a un résultat qui est propre et correct. Là on voit François qui remplit les joints. En fait entre les parpaings il y a un petit espace et on vient le remplir après bourrer au niveau de nos joints. Et là on utilise le mortier qui a déjà été utilisé, en fait on vient le râper parce que finalement il sert à rien ce mortier qui a déjà été tassé, et on vient l'insérer dans les joints. Je rappelle, pendant ce temps-là, il y a toujours Pierre qui fait le hérisson, mais des fois il a un petit peu envie de se changer les idées, donc là il effectue une découpe dans un parpaing. Ça c'est pareil, il y a toujours différentes méthodes de faire.
Les vrais maçons, eux, sur les chantiers, ils utilisent plutôt la masse, hein, ils découpent en tapant dedans en gros. Mais voilà, c'est un coup de main à avoir que nous on n'a pas, et ça fait un résultat pas méga propre. Donc nous on le fait tout simplement à la disqueuse, donc là on voit dans le poteau d'angle ce que ça donne. Et là Pierre il a oublié de mettre son masque, c'est pas très bien. Je voulais te montrer tout à l'heure, j'en ai retiré un pour te montrer comment c'est quand c'est tassé. Ah ouais. Le mortier il est tout mouillé, il est tout. Il s'enfonce plus, tu vois, il est tassé. Hmm. Tu vois un peu, t'imagines comment c'est quand c'est mouillé. Ouais. Regarde comme ça fait des. C'est tout tassé là, tu vois. Et donc tu peux plus l'enfoncer parce que c'est tassé. Voilà, donc là on a la phase de charge que François est en train de réaliser. Donc il met simplement en place le mortier sans le tasser du tout, en le tassant le moins possible pour avoir le plus de flexibilité après quand il met en place son parpaing. Là il vient avec son parpaing, il vient le présenter en place, il essaie de le mettre le mieux possible. Et là on voit qu'il y a 2 petits trous au-dessus du parpaing, c'est pour pouvoir le saisir. Après là, bon, il met le majeur dedans, on peut mettre les pouces à la base, c'est fait pour plutôt les pouces. Mais chacun, encore une fois, sa méthode. Et après, on vient ajuster le parpaing à l'aide d'une masse. Pourquoi est-ce qu'on utilise une masse et pas un marteau ? Parce que la masse a une inertie plus importante, ce qui fait qu'elle fait bouger le parpaing mieux qu'un marteau. Et lui, un marteau, en fait, la contrainte est plus ponctuelle. Et donc, on va pouvoir abîmer notre parpaing, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise une masse. Après l'avoir ajusté, il vérifie son aplomb. Pour cette fois-là, il utilise le niveau, mais lui, en fait, il utilise différents outils. Comme on l'a dit, on n'est pas maçon. Donc on verra aussi un peu plus tard dans la vidéo l'utilisation du fil à plomb. Et voilà un timelapse satisfaisant du mur en train de se monter. Et on termine pour cette longueur par la mise en place des 2 parpaings aux extrémités qui sont les parpaings de poteau. Et voici le résultat final quand le parpaing est en place. Il n'est pas droit en fait. Bon, moi j'étais pas là, je suis pas capable de juger s'il était droit ou pas. Donc on passe sur l'autre côté du L. Donc là on voit que ça a bien été humidifié, mouillé au départ. Et là on voit la phase de charge, donc la mise en place du mortier. Là il le fait à la pelle pour être plus confortable et que ce soit plus rapide. Donc il met en place, sans le tasser, il met en place le mortier. On passe à la deuxième rangée. Cette fois-ci, la charge se passe un peu différemment. On ne le fait pas à la pelle, mais à l'aide d'une truelle et d'une taloche pour pouvoir retenir le mortier, juste pas qu'il tombe sur les côtés tout simplement. Et puis comme d'habitude, on met en place les parpaings délicatement, tout en douceur, pour après les ajuster. Et donc là, vous avez l'utilisation du fameux fil à plomb qui permet de vérifier si notre parpaing est droit. En fait, tout simplement, on vient appliquer la petite platine qu'on voit là en haut
sur la partie supérieure du parpaing et sur la partie inférieure du parpaing. Et le fait que le plomb soit droit nous indique tout simplement si on est droit ou pas. On peut aussi se décaler très légèrement de 1 ou 2 mm pour pouvoir voir si on n'a pas un défaut de planité dans l'autre sens. On utilise aussi, nous, le niveau, puisque nous sommes des amateurs, et niveau Made in France en plus, messieurs, dames. Donc voilà, là on a le résultat final, on a un mur bien droit, on est content, et on termine l'épisode par François qui va vérifier le travail de Pierre, voir si où on en est en fait au niveau du hérisson. Donc pour ça, on utilise la pige, et on regarde un petit peu où on habite, combien il nous faudra de cailloux en plus, on essaie de calculer grosso modo ce qui nous manquera. Allez, sur ce, messieurs, dames, c'en est fini pour l'épisode du jour. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit abonnement, le petit pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 17h30.